Bonjour. Question, je ne sais pas, mais enfin, je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu, notamment sur la question de la nécessité et l'impératif de dépsychologiser l'analyse des situations. Quand on dit ça dans les équipes, souvent, on passe pour un aimable plaisantin ou pour, voilà, je ne sais quoi. Donc ça, vraiment, je trouve intéressant que ce soit réaffirmé parce que je l'entends pas très souvent, voilà, sur le terrain. Et par rapport à toutes les approches que vous avez mentionnées, bien entendu, je crois qu'en filigrane, il y a toute la question de l'exclusion de la pauvreté, mais aussi de l'auto-exclusion. Vous avez cité beaucoup de personnes à travers ce que vous évoquiez. J'ai pensé aussi à Didier Ribon, qui parle de la société comme un verdict et qui mentionne vraiment la question de l'auto-exclusion dans les classes populaires, notamment du système scolaire. Voilà, et c'est, je crois, dans les questions d'AMO, des choses souvent quasi insolubles auxquelles on est confronté. Voilà, alors comment les travailler avec ou sans. Voilà, donc la question de l'exclusion, de l'auto-exclusion, de la honte, donc Annie Ernaux, etc. Voilà. Guillaume Leblanc, vous l'avez évoqué, et la représentativité par rapport à l'invisibilité sociale, voilà, qui paraît aussi très importante. Voilà. Alors c'est plus un commentaire qu'une question, mais très bien. Merci. Mais qui est vraiment un analyseur des pratiques important, je crois, et c'est un point aveugle, je pense, sur lesquels il faudrait insister davantage. Simplement dire, enfin voilà, quand je parle de dépsychologiser, comme aujourd'hui, il y a tout on en parlait avec la collègue psychologue ce midi, donc, il y a tout un procès en sorcellerie fait à la psychanalyse. Je veux pas être l'instructeur de ce procès-là, parce que je trouve qu'il est pas bon. Hein, donc, je pense simplement aux travaux de Robert Castel dans les années 80, qui dénonçait déjà le psychanalysme et le psychologisme. C'est quand on fait ce isme et que ça devient un méta-point de vue qui englobe toute l'analyse, que c'est un problème. Et c'est évidemment pas une nullité absolue que de penser. Enfin, il y a des questions psychopathologiques, évidemment. Ah, moi, j'ai pas une question, j'ai une remarque. C'était par rapport à l'histoire de redéfinir cette notion de parentalité. Je voulais juste dire que quand j'essaye d'écrire le mot parentalité dans mes rapports, le correcteur orthographique de Word m'écrit parentalité. Eh oui, c'est super ça. Il ne reconnaît pas lui-même le terme. Mais oui. Mais en plus, il y a des effets de consonance. Hein. Il y a plein de gens. Alors pour nous, il y a une noblesse à dire usager. Enfin, moi, je dis pour moi en tout cas, parce que service public, patacouffin, usager, donc ça a une vraie noblesse. Mais les gens, ils disent, pour moi, ce qui est usager, c'est un vieux short ou un pull qui a des trous. Vous voyez ? Et oui, donc ça a des consonances, c'est tout con, mais ça a des consonances. Et parentalité, ils le disent aussi à des moments, mais c'est quoi cette affaire ? Alors pour faire de la clinique, c'est bien que le parent soit alité en même temps. Donc c'est l'origine étymologique, mais bon. Une dernière intervention ? Alors, je vais essayer d'être claire. J'ai beaucoup apprécié de nombreux éléments que vous énonciez, et en même temps, il y a des choses qui viennent me bousculer, dans la mesure où lorsque je travaille avec des parents qui viennent me voir pour essayer de trouver la meilleure manière de fonctionner avec leurs propres enfants, eh ben, j'ai pas l'impression d'être dans du contrôle, et j'ai pas l'impression de faire, comment dire, de la non-parentalité. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai l'impression que je sers uniquement de tiers pour réussir à faire en sorte que les gens trouvent la meilleure solution possible pour fonctionner ensemble et répondre aux besoins de leurs parents. Et du coup, c'est pour ça que je ne me retrouvais pas trop dans le gros mot quand vous dites parentalité, puisque je l'utilise, mais peut-être que je me trompe de mot. Je suis d'accord pour réfléchir avec vous là-dessus. Hein. Et vous n'êtes apparemment pas la seule à réagir comme ça. Ouais. Alors, Laurence Auchard. Ah mais moi je prétends pas avoir raison. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi je trouve que c'est un gros mot. Voilà, c'est tout. Gros mot, ça veut dire simplement qu'on n'y comprend rien. Vous dites ça aux gens, c'est quoi ? De quoi on parle quand on dit parentalité ? Je veux dire, moi j'ai lu un rapport, j'étais impliqué dans une situation, j'ai accueilli un gamin qui pétait les plombs chez ses parents, donc j'ai agité l'assistante sociale scolaire, l'éduc du conseil général et compagnie. Bon, on se retrouve dans le bureau de l'éduc,
On va accueillir le gamin de façon provisoire chez nous pendant plusieurs mois parce que chez ses parents il faisait des fugues et compagnie et moi je lui faisais peur. Donc bon, bah au moins du coup voilà, il va être à peu près tranquille. Ça n'a pas été simple mais bon voilà. Et le contrat qu'a fait le jeune éduc, voilà, mais moi j'ai rien dit, je veux pas. Voilà. Pendant l'accueil chez Monsieur et Mme Sochard, il faudra que le jeune Patacoufin donc fasse ci et ça, et puis ses parents s'engagent à se décaler de leur position parentale. Voilà. Alors d'abord, pour pouvoir, c'est un objectif, ça veut dire que c'est évaluable. Voilà. Donc voilà, moi j'y comprends rien, c'est tout. Voilà. Donc parentalité, je trouve que il faut regarder après, quand on est du point de vue de la réflexion dans le champ épistémique, pour le coup, dans le champ de la connaissance, c'est extrêmement intéressant de penser avec ça. On l'utilise comme une notion dans le vocabulaire courant, qui a des effets, à l'insu de notre plein gré, comme disait l'autre, des effets de désignation du problème chez l'autre. Moi, enfin voilà, quand je travaille avec des usages, j'ai fait ça dans une maison pour tous récemment avec sur la question du rapport des personnes avec les services sociaux. Je devais faire en gros l'intelligent avec eux, et je leur ai dit, moi je sais pas ce que vous vivez, et c'est vous qui allez amener le savoir, amener la réflexion, et je n'ai été que le catalyseur de leurs paroles, etc., et de ce qu'eux avaient à dire, et c'était beaucoup plus intelligent que d'y mettre des concepts, j'aurais pu mettre citoyenneté, machin, etc. Et du coup, voilà, il faut faire émerger autre chose. Donc, parentalité, personnellement, je vois pas quel travail on peut démarrer en utilisant un gros mot avec des gens. J'ai envie de dire, enfin moi, si on venait me dire, je vais travailler ta parentalité, je dis ta gueule. Je vous le dis comme ça. Après, on va peut-être se mettre au boulot, mais je dis d'abord ta gueule. Mais je dis pas ça pour faire, parce qu'attention, je veux pas que ça fasse. Ouais, c'est un peu facile de dire ça à la plage aux suites, mais moi j'ai envie de dire restons polis. Et on veut dire, c'est pas facile d'élever un gamin, mais on est tous dans ce brouillard-là quand même. Être enseignant aujourd'hui, c'est un bordel. Être éducateur, c'est un merdier. Enfin, je le dis exprès comme ça parce que c'est les mots de notre quotidien, non? Est-ce qu'on sait comment faire? Non. Alors pourquoi on dirait parentalité? Le problème, c'est l'éducation dans ce monde-là. Enfin, reprenons les travaux d'Anna Arendt sur cette question-là, sur la crise de la culture. 8 exercices de pensée politique, 1972, c'est édifiant. Voilà. Voilà. Sur quoi on va s'appuyer, nous, communauté adulte? Moi, j'aime bien le mot communauté adulte. On est tous perdus. Et démarrer un travail sur la parentalité en disant, nous, communauté adulte, comment on fait pour éduquer ces enfants-là, quelle que soit la place où on est, dans une institution, dans une association, dans du bénévolat ou ailleurs, voilà, moi j'y arrive mieux, mais après chacun fait ce qu'il veut. Juste, votre intervention me prête à une réflexion et une envie. C'est-à-dire que quand les travailleurs sociaux que l'on est amené des fois à encadrer rédigent leur rapport, ils ont le nez dedans, ils font partie du système, et les commissions de décision, les chefs de groupement qui travaillent avec eux font aussi partie du système. Et il me semble qu'un modérateur ou une analyse de pratique avant et au cours de la rédaction des rapports permettrait aussi de protéger les parents et de mettre un peu de distance dans nos rapports, dans nos écrits que l'on transmet à la justice et que l'on transmet aux parents aussi. Certainement. Je vous en prie, sur cette... Bah oui, tout à fait. Faut mettre du tiers dans l'affaire. Aujourd'hui, il y a plein d'expériences qui se font et il y a des pratiques quand même assez avérées sur ces questions-là. Je pense à la clinique de concertation. C'est-à-dire que le tiers, ça peut être aussi le parent lui-même. Il y a des foyers de l'enfance qui commencent à s'essayer à mettre des parents dans les synthèses. Voilà, donc il fleurit plein d'initiatives que je trouve extrêmement intéressantes. Faut pas que ce soit démagogique, faut pas que ça mette les gens à mal. Mais moi, j'ai toujours dit. J'ai travaillé du temps du Conseil supérieur du travail social, de la mandature, où on a travaillé sur le rapport à propos de la loi 2002 sur l'usager au centre du travail social. Moi, je dis, c'est infernal d'être au centre du travail social, vous vous rendez compte? Ça me fait penser à les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. On met pas les gens au centre du travail social, on les met autour de la table. Et commençons par les mettre autour de la table et à discuter avec eux. C'est bête, hein, mais ça change vraiment la donne. Et je pense qu'il y a
il existe. Bon, je pense aux family group conférences aussi, qui sont assez peu, les conférences familiales qui sont assez peu portées en France. Il y a des façons, effectivement, de s'interroger différemment sur des situations, qui redonnent la part possible à la famille, qui remettent en perspective les visions qu'on a peut-être, dans lesquelles on s'est institutionnalisé, hein, dans lesquelles on a routinisé quelque chose, et qui fait qu'on est un peu dans des impasses. Mais c'est très facile hein, de le dire de la place où je suis. Hein. Je voudrais pas que ce soit un propos accusatoire. Je fais partie du système qui essaye en même temps avec vous d'y réfléchir, quoi, pour trouver des pistes. Pas forcément. La piste de la pensée des plus pauvres, pour moi, c'est un continent inexploré. On est zéro là-dessus, et c'est vachement bien qu'on soit zéro, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir. Vous voyez, si on avait tout essayé, ce serait le désespoir. On n'a rien essayé là-dessus. Il y a autre chose qui me paraît être une grosse piste de transformation sociale. Donc il y a la question de la place des plus pauvres, donc la question démocratique au fond, hein, tout simplement, et puis la question du genre, de l'égalité homme-femme. Si nos sociétés contemporaines se remettent à bosser sur ces deux questions-là, qui sont majeures, il y a des transformations sociales au bout qui sont immenses. Immenses. Merci.